Je voulais aborder dans ce meetup une façon de monitorer et de loguer la trace de gestes métiers dans une application qu'on pourrait découvrir, qu'on pourrait être amené à découvrir lors d'une nouvelle mission. Donc je travaille pour Link Value, donc une société de conseil et de réalisation IT qui est basée sur Paris, Lyon et Lille. J'ai rejoint un projet sur Lille, parce que c'est là que je suis basé. Et j'ai découvert donc une galaxie d'applications qui devaient communiquer entre elles sans vraiment pouvoir mettre le doigt sur comment elles font pour communiquer entre elles. Donc je vais aller plus loin dans le sujet. Un peu le sommaire de ce qui va se passer ce soir. Donc déjà je vais me présenter. Ensuite je vais présenter le sujet que j'ai déjà un peu abordé là, le contexte, la problématique, les solutions envisagées lorsqu'on est confronté à ce genre de situation. La solution retenue. Donc moi ce soir je parlerai d'Aspect-J, petit spoiler. Deux approches par rapport à ça. Le load time weaving ou le compile time weaving. C'est deux façons différentes qui permettent de procéder au même résultat. Pas forcément avec les mêmes performances ou la même facilité pour y arriver. Et en parlant de facilité, ce sera marrant lorsqu'on arrivera à cette partie. Et enfin donc le live coding. Donc pour commencer, qui suis-je? Je m'appelle Karl, donc je vis à Lille depuis une vingtaine d'années. Je suis un papa célibataire de deux filles géniales de 9 ans et 5 ans. Je suis curieux de tout, j'aime les voyages, la cuisine, la photographie, les jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo ou tout ce qui prête à jouer en fait. Je me jette dedans. À côté de ça, que fais-je? J'ai été étudiant dans les nouvelles technologies, donc tout ce qui abordait la VR, donc la Virtual Reality, ou l'Augmented Reality, l'AR, les développements sur mobile également. À côté de ça, j'ai continué donc de travailler dans le Java pendant une dizaine d'années depuis tout ce temps. Chez de nombreux clients dans des secteurs d'activité différents, donc divers et variés, sur des projets qui pouvaient très bien commencer sans rien ou qui étaient déjà existants en production et du coup fallait s'intégrer dans le contexte. Par rapport à ça, donc on peut être confronté à différentes situations comme lors d'une nouvelle mission sur un projet déjà en place. On doit prendre ses marques, comprendre comment ça marche, comment tout s'emboîte, en résumé, connaître l'orchestration des gestes métiers et des événements qui surviennent. Ou parfois on est même amené, selon l'historique du projet, à se poser des questions du type mais pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, et surtout comment ça peut marcher, et dans quel but. C'est des questions que j'ai pu me poser pas mal de fois au cours de mes différentes missions que j'ai pu rencontrer. Et je pense que c'est récurrent chez moi, chez d'autres personnes que j'ai pu côtoyer au cours de ma carrière. Donc la problématique à ce genre de questions, c'est comment faire pour comprendre le fonctionnement des applications sur lesquelles on va intervenir, de façon à ce que ce soit le plus simple et le plus fluide possible au sein de l'équipe qu'on rejoint. Donc pour cela, il y a différentes façons de faire. Donc il y a la vieille version, la démarche manuelle, chercher et trouver le point d'entrée dans l'application. Donc à partir d'une information comme on doit récupérer la liste des départements en France. Bon, typiquement ça va être un service REST qu'on va appeler. Et notre point d'entrée ce sera donc ce service-là. Après, il suffit d'aller dedans, parcourir manuellement le code et de voir comment s'orchestre tout ça. Donc le seul problème de tout ça, c'est de répéter cette opération à chaque fois que nous avons un nouveau geste métier. Donc ça peut être rébarbatif et peut-être pénible selon l'application qu'on doit analyser. Ou bien, une autre solution envisagée, c'est de faire une démarche semi-automatique. Donc mettre en place un monitoring s'il n'est pas déjà existant. Rendre verbeuse l'application avec du log en masse. Donc faire en sorte que dès qu'on arrive dans une méthode, hop, il balance tout ce qu'il peut balancer, c'est-à-dire le nom de la méthode, les paramètres, etc. de façon à avoir le plus d'informations possible. Et ensuite, pourquoi c'est une démarche semi-automatique et pas automatique? Il y aura toujours l'intervention du développeur, de l'être humain, qui devra donc analyser le log pour intégrer le geste métier et savoir exactement ce que ça fait. Donc
Ce sont des choses que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure des différentes missions que j'ai eu auxquelles j'ai eu l'occasion de participer. Moi, la solution retenue là, pour ma dernière mission en date, c'est AspectJ. Je connaissais les logs en masse dans les bons vieux Legacy, exactement. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent québécois. Pas chercher, je suis un peu foufou, et ça j'ai obligé de le préciser dans, dans ma présentation. L'AspectJ, donc c'est quelque chose que j'ai connu depuis la fac, mais que j'ai rarement eu l'occasion d'utiliser professionnellement. Donc je me suis dit que là, ça pouvait être le bon moment pour le faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AspectJ, c'est une extension de l'AOP. Donc l'AOP, rien à voir avec l'appellation d'origine protégée, comme le comté ou tout autre fromage. Non, non, c'est Aspect Oriented Programming. Donc c'est une programmation orientée sur les aspects. Alors, un aspect, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui sera transverse à toute l'application. J'essaye de résumer un maximum. Par exemple, la façon de gérer les transactions, c'est typiquement un usage de l'AOP. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude de travailler sur des projets qui sont en Spring, on a souvent des annotations at transactional. Ces annotations-là, en fait, on les fait intervenir sur l'ensemble, de façon transverse, sur l'ensemble de l'application. Et typiquement, ça, c'est un usage de l'AOP. Donc si potentiellement on l'utilisait sans savoir. Donc il permet de couvrir tout le Java. Je parle de l'AspectJ. L'AspectJ permet de couvrir tout le Java, donc que ce soit au niveau des constructeurs, des champs, des méthodes et de toute autre fonctionnalité Java. Et il reste indépendant. Donc ça c'était important pour moi. Je vais revenir dessus là. Il y a différentes façons de jouer avec l'AOP. Donc moi j'ai vu l'AspectJ. J'étais au courant qu'il y avait une brique Spring qui existait, donc le Spring AOP. Mais malheureusement il ne pouvait pas répondre à tous mes besoins. Donc j'ai dû chercher ailleurs, donc auprès de AspectJ, notamment pour différentes choses que j'ai pu noter ici dans ce tableau. Donc par rapport à AspectJ, on peut l'implémenter sur tous les domaines. Donc comme je disais, constructeur, champ, méthode, de toutes les classes. Spring AOP, il ne peut être implémenté uniquement sur les bins provenant du contexte Spring. C'est-à-dire que si notre classe ne fait pas partie du contexte Spring, malheureusement, on ne pourra pas jouer avec. C'est une première limitation qui est peut-être assez grande, trop grande peut-être, pour pouvoir utiliser Spring AOP correctement, convenablement. De plus, AspectJ, ça c'est un petit point négatif, c'est plus compliqué à mettre en place que Spring AOP. Donc inversement, Spring AOP est plus simple à prendre en main. Donc ça, je vais pouvoir aussi le montrer et y être confronté sans doute pendant le live coding. Spring AOP a une grosse restriction, c'est il ne permet pas, il rend impossible la couverture d'appels de méthodes au sein d'autres méthodes de la même classe. Et là, je pense que je vous ai perdu. Et, pour essayer d'imaginer ça, on a une classe dans laquelle il va y avoir deux méthodes, une méthode A et une méthode B. On va essayer de couvrir avec l'AOP la méthode A et la méthode B. Malheureusement, la méthode A appelle la méthode B. Donc on est au sein de la même classe. Et la méthode B ne sera donc pas analysée lorsqu'elle sera appelée par la méthode A. Spring AOP ne permet pas, parce que Spring AOP derrière passe par des proxys, et c'est mort. Ça rend impossible donc cette fonctionnalité. Ce qui m'a décidé à ne pas utiliser Spring AOP lors de ma dernière mission, pour m'orienter directement sur AspectJ, qui est beaucoup plus puissant et qui peut tout faire. C'est plus compliqué, mais il peut tout faire. Donc on a deux approches possibles. Donc en fait non, c'est pas exact. Il y a trois approches possibles avec l'AspectJ. On a le LTW qui correspond donc au Load Time Weaving. On a le CTW qui correspond au Compile Time Weaving. Et on a le PTW au Post Compile Time Weaving. Donc, mais j'ai pas voulu rentrer dans le détail pour celui-là parce que il répondait pas forcément à mes besoins, et pour ce soir j'avais juste envie de voir ces deux cas de figure.
Donc le load time weaving, la gestion des aspects, se fait lorsque le class loader charge des classes dans la JVM. Pour la prendre en charge, un ou plusieurs weaving class loaders sont nécessaires. Ils peuvent être fournis explicitement par l'environnement d'exécution ou activés via un weaving agent. La définition, je l'ai reprise de la documentation de AspectJ. Donc ça me semble assez clair. Le load time se fera au fur et à mesure qu'on charge les classes Java et qu'on les utilise dans l'application. Le compile time weaving, lui, il répond déjà de lui-même, rien qu'avec son petit nom. La gestion des aspects se fait à la compilation. C'est idéal lorsqu'on a le code source de l'application. Le compilateur AspectJ, donc AJC, fera son travail à partir de ces sources et produira des fichiers de classe waved en sortie. Donc à la compilation, il va aller analyser tout ce qui sera configuré pour faire de l'aspect du weaving, du tissage. Et en fonction de ce tissage, il va donc préparer le code. Il va le compiler de façon à ce que ce soit donc plus rapide à l'exécution. Oups, j'ai fait un petit spoil sur les avantages du compile time weaving. Et donc là, on va se lancer à corps perdu dans le live coding par rapport à tout ça. Il y aura peut-être des problèmes, je ne suis pas sûr. On verra. Donc avant tout, je vais vous présenter une petite application. Donc, je cherche ma fenêtre. Voilà. C'est une application. J'ai pas voulu montrer mon projet de ma mission actuelle. Oh. Petit bug. On rigole pas tout de suite. J'ai oublié de démarrer mon serveur. je le fais maintenant. J'ai pas voulu montrer donc mon projet aujourd'hui dans lequel je travaille. Pourquoi? Parce que j'ai un NDA à respecter et du coup je pense que je l'aurais enfreint si je vous avais montré une partie du code ou si j'en avais abordé ne serait-ce qu'un petit sujet. Donc j'ai pris une application que j'ai trouvée sur GitHub. C'est une clinique vétérinaire. Tout le monde a connu ça lorsqu'on a été étudiant pour justement faire ses premiers tests. Sur j'ai un utilisateur qui a des chats, des chiens, est-ce que je dois faire une visite, etc. Enfin, rien de miraculeux. Hop, là normalement. Ouhou je retrouve mon application avec un joli chien et un joli chat. Formidable. Je vais faire un tour d'utilisation, ça va être assez rapide, pour vous montrer une chose importante, qui m'est importante. Lorsque je vais dans Find Owners, je fais Find Owner et j'ai une liste qui apparaît. Volontairement, là, sur l'écran que je suis en train de diffuser en direct, j'ai mis la console de mon IntelliJ, de façon à ce qu'on puisse voir tout ce qui se passe en termes de log. Ou pas. Lorsqu'on fait des requêtes. Donc là, typiquement, j'étais faire une requête en base pour afficher tous mes owners avec leurs animaux de compagnie. Je peux aller dans l'onglet vétérinaire et donc afficher de la même façon les vétérinaires disponibles. J'ai un onglet erreur, mais ça c'est pas intéressant. Ah bah si, il génère une erreur. Donc là on voit que le log a généré des erreurs. Et en fait, par rapport à ça, c'est normal. C'est une erreur normale. On s'en fait pas, c'est juste l'onglet qui déclenche cette erreur de façon à pouvoir montrer que l'application peut gérer les erreurs. Donc expected controller used to showcase what happens when an exception is thrown. Donc rien d'anormal. Mais ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est que de base, je n'ai aucun log qui s'affiche. Et en fait, après vérification dans le code, il n'y a pas de logger, il n'y a rien. Donc là, typiquement, je me retrouve dans un cas de figure où je débarque sur une application. Là, on est d'accord, l'application, elle n'est pas folle. Mais potentiellement, ça aurait pu être une application plus importante et être dans la même situation, c'est-à-dire aucun log. Et là, quand je clique sur Find Owners, je ne sais pas ce qu'il fait. Là aussi, là encore, je sais à peu près comment ça va se dérouler derrière. Il va y avoir un contrôleur qui va me rediriger vers cette page et donc il va faire les appels dans les repos qui va bien. J'aurais pu retrouver ça avec ma démarche manuelle. Le but aujourd'hui, c'est éventuellement demain, si je me retrouve sur une application qui sera beaucoup plus grosse, ce qui est mon cas dans ma mission actuelle, comment je fais pour éviter de foutre le bazar à droite à gauche, tout en essayant de comprendre le fonctionnement
et les gestes métiers qui sont importants pour cette application. Donc par rapport à ça, je vais me concentrer, donc là je vais switcher sur la partie dev. Je vais me concentrer sur donc 3 classes. Alors, je cherche mon écran, je l'ai perdu, il est là. Donc, une classe qui est super importante pour tous ceux qui font de Java, c'est le POM. Bon, moi, je travaille avec Maven. Donc, bon, c'est mon POM qui va donc, comment dire, diriger tout ce que je vais mettre dedans comme librairie, et notamment AspectJ qui va faire son apparition. Ensuite, j'ai pris un repository au hasard. Celui qui m'intéressait le plus, c'était celui des owners. Donc j'ai pris le owner repository. On voit que c'est du Spring Data derrière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Spring Data, c'est une façon de requêter en base beaucoup plus simple. Bon, ça, après, c'est un avis personnel. On met la requête dans une annotation query, et puis en fait derrière, grâce à l'extension repository, il arrive à faire tout le cheminement comme il faut. C'est de la magie. Et une autre classe, le monitoring aspect, qui va me permettre donc de monitorer ce que je veux dans l'application. Donc pour commencer, on va essayer de voir comment donc intercepter tous les appels pour y injecter du log, de façon à ce que ce soit dynamique et comment dire, pas invasif. Pour moi, c'était important de trouver une solution qui ne soit pas invasive dans le code. Du coup, là, moi j'ai créé ma classe Monitoring Aspect, et l'idée derrière, c'est de faire mon code qu'ici, sans avoir à mettre du log dans le repo que je vous ai montré, ou dans une autre classe, contrôleur ou autre. Et donc ça, l'aspect, c'est son avantage, c'est que il va nous permettre de localiser le code qu'on veut mettre en place, et surtout de ne pas être invasif sur le reste du code déjà existant. Et je trouve ça assez propre de le faire ainsi. Après, si l'un de vous n'est pas d'accord, qu'il me le fasse savoir. On est là pour discuter. Donc, par où commencer? Le monitoring aspect, il va y avoir une annotation qui sera importante, c'est aspect. C'est ce qui va permettre au moteur, enfin, si je peux appeler ça un moteur, c'est ce qui va permettre la détection de l'aspect qu'on est en train de configurer. Et du coup, par rapport à ça, il va aller dans cette classe-là. Et ensuite, par rapport à d'autres annotations que je vais noter, il va pouvoir mettre des points d'interception sur exactement tout ce que je veux. Et ça, c'est moi qui vais le définir. Donc là, je vais le définir ici. Donc par exemple, j'ai parlé d'un repo. Donc l'idée, potentiellement, c'est de dire, pour chacun des repos qui sera appelé, je veux faire apparaître un log. Et par exemple, ça pourrait être le nom du repo. Voilà. Pour l'instant, je pourrais me contenter juste de ça. Donc pour faire ça, je vais utiliser il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais essayer d'aborder les différentes façons, de façon à présenter un maximum de choses quand même. Donc je vais faire l'annotation point cut. Donc la notation point cut, c'est ce qui me permet de faire une interception sur ce que je vais définir à l'intérieur de cette annotation. Donc c'est un... comment dire, c'est propre à AspectJ en fait. Là je suis en train de faire du Java, mais derrière il faut savoir que AspectJ a son propre langage qui ressemble fortement à Java. Là, j'ai l'avantage de pouvoir être dans un projet Spring qui a été suffisamment docile, on va dire, pour autoriser la programmation AspectJ dedans. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser AspectJ en ayant les avantages de Spring. Donc finalement, lorsque c'est compliqué à mettre en place, Spring nous permet quand même d'utiliser AspectJ de façon assez plus simple, on va dire. Sinon, j'aurais dû créer mon fichier AspectJ propriétaire, le donner à manger à mon compilateur AspectJ, et de façon à ce qu'il puisse compiler le reste de mon projet comme il faut. Moins facile. Toujours est-il. Donc, je fais mon point cut avec
une exécution. Je vais chercher toutes les exécutions qui correspondent à ce que je vais mettre entre parenthèses après. Je vais dire donc, que je cherche toutes les exécutions qui renvoient n'importe quel type. Donc c'est ma première étoile, ça veut dire n'importe quel type. J'aurais très bien pu dire, cherche-moi toutes les méthodes qui vont renvoyer du string, ou de l'integer, ou du booléen. Enfin, et donc il m'aurait fait une interception que sur ce qui répond à cette exécution. Là pour l'exemple, je vais donc prendre tout, et je vais juste repérer le package. Hop. Hop. Je prends tout ce qui vient depuis le package org Spring Framework Samples Pet Clinic. Je vais mettre autre chose, par exemple. Je vais supprimer le package, le sous-package repositories, et je vais dire, tu prends tous les sous-packages en dessous de Pet Clinic. C'est une façon de faire, donc je vous la montre. Et qui contient, par exemple, étoile repository dans le nom de la classe. Je l'ai mal écrit. Voilà. Donc là, en gros, ce que je viens de faire, c'est que je lui dis, tu prends toutes les classes qui ont en suffixe repository et qui se trouvent à partir de org Spring Framework Samples Pet Clinic. Ensuite, je commence à lui dire de quelle façon ça va être géré. J'ai oublié une chose. Là, je suis au niveau de la classe. Le point, je vais arriver au niveau de la méthode. Et au niveau de la méthode, je vais lui dire, bah, tu prends tout. Tu prends toutes les méthodes qui se trouvent définies dans ces repositories. Et ensuite, j'arrive dans les paramètres, donc au niveau du parathésage. Et là, je vais donc mettre ce qui m'intéresse, à savoir, peu importe le paramètre. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 4. Je prends tout également. Donc là, j'ai mis 2 points. Je réfléchis si j'ai oublié autre chose. Non. Je lui donne un petit nom de méthode. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit public. Ça peut être privé. Private, on va l'appeler comment monitoring repository. Hop. Et j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit void, forcément. J'ai pas besoin de mettre du code dedans, c'est juste une façon de lier mon point cut à une méthode qui sera utilisée juste après pour pouvoir faire notre code. C'est-à-dire que là j'ai défini mon point d'interception, le point cut, c'est comme ça que je l'appelle. Ensuite je vais donc lui dire par rapport à ça, tu vas avoir un comportement en fait. Et donc le comportement que je vais lui donner, ce sera avec une autre annotation. Ça va être l'annotation, qu'est-ce que je pourrais mettre? Around, c'est bien. Donc around, si je me souviens bien, il faut que je mette value égal. Et là je vais directement dire le nom de ma méthode utilisée. Je regarde juste, normalement c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je cherche dans le manuel aussi en même temps. Donc, je sais plus si je dois mettre ça comme ça. On va voir, on va tester. Si ça marche pas, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Hop. Et là, je lui dis object. J'ai mis un retour en objet parce que là je suis around. Ah oui, il faut que j'explique around. Around en fait, around. Ah, c'est pas les bonnes. Mince. J'ai pas les bonnes valeurs. Faut que je regarde. Value pourtant.
Around, en fait, c'est ce qui va permettre de faire une interception avant et après. On aura les deux au sein de la même interception. On aurait pu utiliser deux autres annotations, une annotation before, donc qui ne fait que avant, et une annotation after, qui ne fait que après. On peut associer les deux, on peut faire du around, du before et du after en même temps. Le before et l'after seront à l'intérieur du around, juste aux extrémités avant l'entrée et la sortie de l'interception. Chaque chose en son temps. D'abord le around. C'est bizarre qu'il me le mette pas. Ah, je sais pourquoi. J'ai oublié une chose importante dans mon pomme. Et j'ai pas mis les dépendances qui vont bien par rapport à aspect G. Donc du coup, je vais devoir le faire. Hop. Dependencies. Alors, aspect G. Ça c'est le GRT, c'est le runtime. Il m'en faut un autre. Le weather. Et il me faut donc la version qui va bien, à savoir la 1.9.6. Ok, donc là je mets à jour ma veine. Normalement là je suis bon. Ok, et là est-ce que ça va mieux? Value, ok, parfait, égal. Il m'embête toujours. Je vais continuer la méthode qu'il a, c'est peut-être ça qui l'embête. Donc je vais faire around, monitoring, repository. Ouais, c'était ça qui l'embêtait. J'ai cherché à midi à 14h alors que c'était sous mon nez. Je lui donne en paramètre un objet. L'inconvénient de l'aspect J, c'est que je ne peux jamais connaître à l'avance le type de l'objet que je vais manipuler, potentiellement. Là, comme je suis sur une annotation around, je me trouve à la fois avant, pendant et après. Donc ça veut dire que mon interception se fait au moment où je vais faire quelque chose avec un objet Java, mais je ne sais malheureusement pas de quel type il sera. Là, typiquement, dans un repository, il y a de fortes chances qu'on envoie une entité ou une liste d'entités pour un find all, par exemple. Donc, dans l'objet, on pourrait très bien, comme j'ai mis le doigt sur owner repository, on pourrait très bien avoir un objet de type owner ou bien une liste de type owner. Il y a de fortes chances. Mais là, je peux pas savoir à l'avance. Donc du coup, je vais devoir lui donner un petit nom. Non, d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est un proceeding join point parce que je vais devoir invoquer moi-même je vais intercepter ma méthode et du coup, en interceptant la méthode, ce ne sera pas exécuté. Je vais devoir donner l'ordre à mon code d'exécuter le code et bien sûr, je vais l'entourer avant et après parce que je veux. Donc proceeding join point permet de faire ça. Donc je vais l'appeler join point avec mon magnifique accent anglais. Et donc là, je peux faire ce que je veux. Donc l'idée c'était de mettre un log que j'ai déjà écrit plus haut. Il n'y a rien de miraculeux par rapport à ça. Je vais faire un debug. Et je vais lui dire string format, faire ça proprement. Hop, on va lui dire quoi? Là on est avant, donc on va faire before.
before interception. Hop. Du franglais. Before interception? Non, c'est anglais, ça reste correct. Avec donc une information qui va aller bien. Hop, join point. Point. On a plein, beaucoup de méthodes. Elles sont pas toutes utiles. C'est encore mon avis. On peut utiliser seulement certaines d'entre elles. Donc là, pour le coup, je vais juste faire le short. Get short quelque chose, get short string, voilà, qui va me donner juste vraiment ce qui va m'intéresser par rapport au nom de la méthode, au nom de la classe dans laquelle je me trouve. Après on verra pour éventuellement rajouter des informations. C'est juste pour vous montrer dans un premier temps comment ça marche. Ensuite on va sur le join point et on fait proceed. C'est là qu'il va exécuter le code qui se trouve derrière cette interception. Donc ça c'est super important de le faire. Le proceed peut générer des exceptions, normal parce que nous on connaît pas le code qu'il y a derrière, donc potentiellement il y a peut-être des erreurs qui vont survenir. Donc il faut le gérer. Donc ça ce sera le résultat. Égal. Hop, je crée une variable locale. Je vais faire un try catch dessus. Try. Résultat égal. Hop. Proceed, finally. Et return result. Là il me dit que c'est pas initialisé, donc j'initialise, normal. Et c'est déjà bien. Là je pourrais mettre un log du coup, juste avant le retour du finally. Faire un logger. .debug. Et je vais lui dire string format. Là on va être plutôt dans la zone du after du coup, parce faut garder en tête que là comme on se trouve après le proceed, on est après l'interception. Donc c'est là où on va faire intervenir notre code qui a pour but d'être après. Celui au début de la méthode c'était vraiment avant, donc c'est pour ça qu'on avait mis à before. Donc là je vais mettre after interception. Et je ne sais pas ce qu'on peut mettre comme information. On va faire quoi? On n'est pas obligé de réutiliser le join point plus haut. On peut utiliser le résultat qu'on a eu par rapport au proceed, ça peut être intéressant. Comme c'est un objet, j'espère qu'il y aura une méthode une méthode toString définie pour que ce soit un peu plus présentable. Et donc du coup on se trouve avec un premier aspect qui va donc se trouver autour d'une interception, le around, et qui va nous permettre déjà d'avoir un premier monitoring et du log dans l'application qui n'en avait pas à l'origine. Donc là j'ai une classe qui définit vraiment les aspects. La seule contrainte que j'ai par rapport à tout ça, comme je me sers de Spring pour qu'il me facilite quand même l'usage de AspectJ, pour éviter d'avoir à utiliser le fichier propriétaire et le langage propriétaire AspectJ, je vais devoir lui préciser quand même qu'il faut qu'il instancie cette classe. Donc je vais lui rajouter une annotation component qui sera scannée au lancement de l'appli, et donc il y aura une instance de tout ça qui va me permettre d'avoir du joli log en croisant les doigts. Du coup par rapport à ça, je vais donc faire un premier compile. Je fais un Java format, le projet me l'impose. Donc je m'y plie et ensuite je run. Ouais, avant de run, faut que j'éteigne le précédent. Hop. Ah tiens, ma fenêtre a changé. C'est plus ma fenêtre de log. C'est normal ça? Ok. Ah. C'est parti. Ok. Donc ça compile.
Déjà, est-ce qu'il m'a fait des erreurs de compilation? J'ai pas trop l'impression. J'ai eu beaucoup d'infos, j'ai pas vu de erreur. Là, je vois des problèmes de CSS. C'est du front, ça me regarde pas. Et non, j'ai pas eu d'autres alertes. Après, j'ai pas tout lu, hein. Je lis pas aussi rapidement. Mais bon, voilà. Bon, on peut aller retourner sur l'appli, voir ce que ça donne. Donc, ma fenêtre, elle est où? Elle est là. Hop, home. Déjà, l'application, elle crache pas. Là, je suis bien. Je suis rassuré. Au niveau de mes logs, je suis bien au fond. Des logs. Find owners, find owner, et... Oh Content? Non? J'ai eu le résultat escompté, c'est-à-dire j'ai eu 2 petites lignes qui sont apparues. Bon, alors je sais pas si vous arrivez à le voir. Bon, mon écran est petit, j'ai dû réduire. Mais je vois bien une première ligne. Je suis en train de déplacer. Désolé pour le mal de mer. Je vois bien une première ligne before interception, donc qui correspond donc à ce qu'on a voulu mettre en place. Merci Post-it. Et cœur sur toi. Before interception, donc du coup on voit bien mon exécution qui correspond donc à ce que je voulais mettre en place, c'est-à-dire montrer que mon repository, que je n'ai pas, alors attention, en plus j'ai voulu faire ça d'une façon la plus générique possible. J'ai mis étoile repository de façon à pouvoir essayer de centrer et de pas s'éparpiller dans toute l'application. Mais j'aurais très bien pu mettre étoile. Et donc, j'aurais eu là, normalement, mais on va faire le test après. On verra ce que ça donne. Pouf, ça marchera peut-être pas, on sait pas. Bref, le before et interception, j'affiche donc bien la méthode qui est appelée. Donc là, c'est la méthode find by last name avec peu importe les paramètres. Ça, je m'en moquais. Voilà, c'est ça. On va faire une blague de développeur. Je m'en moquais. Et, dans la classe owner repository. Et ensuite, after interception, après avoir procédé à l'exécution de mon interception, donc via le proceed, j'ai eu donc ma liste que j'ai là sur mon écran. Donc il y a combien de personnes? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben là, il est fort à parier que j'ai une liste de 10 personnes. Donc je vois un ID 1. Est-ce que les ID sont incrémentés? Ouais, je vois un ID 2, ID 3. Je pense que je peux aller au bout et j'aurai ID 10, 8, 9 et 10. Donc pour moi c'est une réussite et le code que j'ai fait, il n'y a pas grand chose et donc j'ai pas gaspillé beaucoup d'énergie et j'ai surtout pas gaspillé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment l'application s'exécute par là où elle passe. On peut très bien imaginer... Ouh, j'ai perdu mon écran. Pas de panique. On peut très bien imaginer... Non, j'ai vraiment perdu mon écran. Non, il est là. On peut très bien imaginer, par exemple, y incorporer un correlation ID. Voilà. Le correlation ID, comme son nom peut l'indiquer, permettrait de faire une corrélation entre donc les différents appels de méthode et donc de voir avec un grep après selon ce correlation ID là où ça brille. Et là où ça brille, on voit clairement, on peut faire le cheminement et savoir exactement du point d'entrée jusqu'à la sortie ce qui se passe. Et ça, dans les applications qui ont énormément de données et de code, c'est parfois salvateur. Enfin, moi, en ce moment, je sais que ça va me sauver la vie. Parce que je les ai pas comptées. Hein. J'ai une vingtaine d'applications qui parlent entre elles. Entre services REST, entre protocoles différents, de type HTTP, de type AMQP, de type MQTT. C'est tendu. Mais du coup, ouais, ce genre de code qu'on peut mettre en place rapidement, ça peut nous être utile très, très facilement. Là, bonjour. Ici, les objets sont relativement petits. Si on avait des objets beaucoup plus volumineux, on est obligé de faire du cast pour limiter les champs et logs par objet. Est-ce que tu peux développer les objets comme owner, c'est ça? Par exemple, le owner n'a que un niveau de... Voilà, d'accord. Le owner n'a qu'un niveau
En gros, il a que les animaux à traiter. Un honneur aura une liste d'animaux et c'est tout. Toi, tu es en train de te demander, par exemple, j'ai mon gars qui travaille à la poste, il va avoir une série d'adresses qui appartient à d'autres utilisateurs, qui eux ont un compte bancaire, qui eux ont, etc. Donc avec un joli lazy loading à gérer éventuellement, si c'est à peu près ce que tu as en tête. Potentiellement, l'aspect J peut faire tout ça, et effectivement, ça prendra, ouais, un gros JSON à 500 champs. J'aurais envie de te dire, dans le log, n'affiche que ce qui est nécessaire pour toi. C'est-à-dire les identifiants de chacun de tes objets. Donc après, toi, en tant que... C'est pour ça aussi que je reviens sur ce que j'ai pu dire dans la présentation initiale. Pour moi, c'est une démarche semi-automatique. Il y aura une notion d'automatisme par rapport à l'analyse qui sera faite. Donc ça, nous, on est tranquille. Nous, on est vraiment serein par rapport à ça. On va nous enlever une bonne pression de savoir par où ça passe. Et semi-automatique aussi dans le sens où derrière, ce sera quand même toi qui devras analyser le log et savoir comment faire le lien entre les différents objets, entre les différentes méthodes, les différents appels. Ça, aujourd'hui, tu pourras pas t'en séparer. Tu seras obligé de le faire à un moment donné. Alors, et du coup, on peut penser à implémenter facilement un appel asynchrone vers un service chargé de monitorer les événements utilisateurs pour toute une passerelle vers un back-end, moyennant le dev du service du monitoring, ou tu as une autre solution pour ça. Alors, moi, ce que j'ai fait dans mon projet, j'ai voulu faire en sorte que ce soit transverse, parce que je ne travaillais pas seulement dans une équipe. En fait, je travaille dans une équipe qui va être transverse à d'autres équipes. Les autres équipes vont être responsables de leur domaine d'application. Ok, soit. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une librairie qui pourra être importée par les différentes équipes, qui devront donc l'implémenter. Et après, eux, ils font juste le build. Ils font une exécution d'un geste métier, je sais pas, enfin, ils cliquent à droite, à gauche, ils font ce qu'ils veulent. Et derrière, le log sera généré de la même façon que là, je l'ai montré, quoi. Et j'ai déjà oublié la question. Ce chat qui disparaît, c'est un peu chiant en fait. Tu voulais, si je me rappelle bien, tu voulais appeler un service REST pour faire du monitoring, ça? Potentiellement, ouais, tu peux faire ça. Là, franchement, avec l'aspect J, j'ai pas vu beaucoup de limitations à ce que tu peux faire. Ce soir, j'aurais peut-être pas forcément le temps de le montrer, mais tu peux aussi faire des interceptions sur des annotations. Comme en fait le add transactional dont j'ai pu parler dans la présentation. C'est exactement la même façon. On va annoter une méthode, une série de méthodes qui nous intéressent, on va la noter d'une certaine façon, et nous, dans le point cut qu'on va définir, on va dire, ah bah attends, tu vas t'interrompre, tu vas intercepter tout ce qui sera annoté par ce que tu auras défini. Par exemple, là, j'ai pas fait le test, mais on pourrait éventuellement, lorsque je prends la classe repository, faire une interception sur le add query ici. Et donc s'arrêter sur chaque méthode qui a une annotation add query pour identifier les repos. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Là, je suis parti du principe que tous les repos étaient suffixés par le mot repository. Ce qui en soi est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien tomber dans un projet où c'est pas repository qui est utilisé. C'est, je sais pas, bon, moi j'ai connu que des projets où c'était repository. Mais demain, ils pourraient très bien mettre le suffixe JPA. Ça peut avoir du sens aussi. J'ai loupé un message. C'est ma première fois sur soyez indulgents.
en fait, tes headers en fait vont se retrouver vont se retrouver dans le code et toi tu pourras les intercepter et donc les traiter. Enfin les traiter de la façon dont tu veux. Soit tu les logs, soit tu veux. Oui, là ce soir je n'aborde que le monitoring et le log. Avec AspectJ, tu peux faire beaucoup de choses. Ça peut être du code malicieux même, mais on n'est pas des mauvaises personnes. Et donc ça c'était la première question sur le header. J'ai vu une autre question, mais j'étais en train de lire la première, donc ça a disparu. Il faut que je change ça. Je sais pas comment on fait. et si tu veux, oui, on est là pour discuter. Donc si tu as besoin de discuter par rapport à tout ça, ou de faire des recherches, ou besoin d'aide complémentaire, ou moi je laisse mes informations à la fin, il n'y a pas de souci, on peut me contacter. Toujours est-il. You're welcome. Toujours est-il, là par exemple, ce que je pourrais faire, je l'ai fait que sur les repositories. Donc, on peut par exemple se dire, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on prend le risque? Mon Dieu, est-ce qu'on est joueur? Moi je suis joueur. Donc est-ce que je prends le risque par exemple? Vous voyez... Ah non, vous voyez pas mon écran. Si je clique pas sur le bon truc, ça marche pas. Il faut que je change la transition. Je repasse sur un mode dev. Voilà. Donc là vous voyez mon code. Ok. Est-ce que je prends le risque d'enlever le attripository, enfin le repository ici? Ah, mon Dieu. Et ça va faire quoi? Ça va faire des chocs à pic ou est-ce que là, est-ce qu'il va intercepter tout? Donc tout ce qui se trouve dans org, Spring Framework, Samples, Pet Clinic. Et après, hop, il prend tout. C'est-à-dire tout ce qui est contrôleur, tout ce qui est service, tout ce qui est repository, hop, il le mange. Est-ce qu'on teste? J'ai pas testé, hein. Donc si ça marche pas, va falloir creuser. Donc j'arrête mon serveur. Et je sais pas pourquoi il s'en va à chaque fois lui. Reviens. Ah, donc je fais le build. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de compilation, j'en vois pas. Ça compile, ça s'exécute, c'est démarré en quelques secondes, il va me le dire. Hop, 5 secondes, pour moi c'était un peu plus, mais bon. Et je repasse en mode run, tac, je run mon application, pof. Je retrouve ma fenêtre, je suis là. Donc déjà. Bah, j'ai déjà la réponse, c'est génial. J'adore. J'ai juste cliqué sur le bouton Home et en fait, tout de suite, il y a eu deux lignes qui sont apparues, normal parce que j'ai mis deux lignes de log dans mon code, en before et after, même si c'était around. Et du coup, ces deux lignes-là, c'était donc before interception, execution, welcome controller, et il était dans la méthode welcome. Donc il n'y a rien d'autre à dire. After interception, il me dit welcome. De montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait un truc qu'il fallait pas? Et du coup, si je clique sur Find Owners, là, à mon avis, il va y avoir toute la cascade contrôleur, service et repo qui vont s'afficher dans la barre de log. Donc j'ai cliqué sur Owner, et là, on voit qu'il passe il passe du Welcome Controller au Owner Controller, il fait init find form, et il renvoie donc en guise d'URL le owners find owners. Donc je dois avoir une JSP, si c'est des JSP, je sais pas si j'ai pas vérifié, je dois avoir une JSP qui se trouve dans le répertoire owners et qui s'appelle find owners. Je vais vite contrôler. Ah oui, évidemment.
Évidemment, évidemment. Mais là, tu vois, je commit pas. Et là, je le commit pas, moi, ça. Moi, je le garde pour ma pomme, et ça me permet de, moi, en tant que nouveau développeur, d'intégrer l'équipe en me disant, ah bah tiens, ça passe par là, ça fait ça fait ci. Donc, d'un point de vue personnel, c'est intéressant. Après, forcément, si tu commits ça, tu vas avoir, tu vas avoir pas mal de personnes qui vont te tomber sur la tête en disant, c'est contre-performant. Ça, j'ai pas encore abordé ce point. C'est contre-performant, ça prend de la place dans les logs. Là, j'ai fait un log en affichage. Mais si tu fais un log en fichier, t'imagines bien qu'au bout de la semaine, ton fichier il fera peut-être 1 giga, voire plusieurs, selon la grosseur de ton application. Donc, à mon avis, celui qui sera responsable de l'exploit, il va faire attention là, ça va pas du tout, alerte générale. Donc, ouais, gardez ça pour soi. Et éventuellement le pousser s'il y a un besoin par rapport à tout le reste de l'équipe. Et ça, après, c'est charge à nous en tant que développeurs et en étant force de proposition, d'aller voir les bonnes personnes et de dire hey, j'ai peut-être un truc qui peut être sympa, regarde, ça marche comme ça, c'est assez simple à mettre en place. Et on peut faire. C'est là où il y avait peut-être un problème. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est peut-être le n'importe quoi qui sera peut-être pas rassurant. Mais ça reste pour moi une solution très intéressante. Et du coup, là, je n'ai fait que cliquer sur l'onglet Find Owners. Et si je clique sur l'onglet, enfin sur le bouton Find Owner, là, normalement, là, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, il est passé dans le contrôleur, on le voit. Première ligne, Owner Controller, Process Find Form. Ensuite, deuxième ligne, il passe dans le service, donc Owner Service. Et là, il fait Find by Last Name. Le service, c'est un passe-plat. Hein. C'est juste pour voir que il fait plein de choses. Et ensuite, il passe dans le au dernier niveau, donc au niveau repo, Owner Repository, Find by Last Name. Et ensuite, il remonte l'information au fur et à mesure. Donc, on empile, on dépile. Premier niveau d'épiler, c'est le résultat, donc c'est la liste de mes owners. Ensuite, deuxième niveau, je suis au niveau du service, passe plat, donc il n'y a aucun intérêt à ce code. Il rebascule la liste vers le contrôleur. Et ensuite, là, ce qui se passe dans le code, dans le owners list, c'est qu'il va mettre mon résultat de mon repo dans le modèle, qui sera communiqué à la JSP sans doute, pour pouvoir faire un for each dessus et donc afficher ce qu'on a là à l'écran. Donc là, en quelques clics, j'ai quelque chose qui peut vraiment passer en revue tout le code, quoi. Donc, et j'ai rien fait, quoi. Enfin, moi, je trouve ça puissant. Le gros inconvénient à ça, et il faut que j'en parle, c'est que c'est consommateur en termes de ressources. Pour avoir une idée, je vais faire quoi? Je vais rajouter dans le code un stopwatch, c'est ça? C'est ça. Je sais plus comment on initialise un stopwatch. On va vite trouver. C'est pas ça. Ça va être un new stopwatch, ok. Ok. Donc on va la démarrer ici. SW start. On peut lui donner une tâche, ça va être monitoring. Monitoring. Là du coup le nom, forcément le nom correspond plus vraiment à ce que je veux. C'est pas Monitoring Repository, c'est Monitoring Everything. Hop, là aussi je le change. C'est de faire les choses correctement. Donc SW start, monitoring, très bien. Il fait son proceed. Donc après avoir fait son proceed, juste avant d'afficher le résultat, je vais lui dire SW stop. Et il faut que je fasse un get elapsed. Je me souviens plus. Get total time seconds, c'est ça?
Non, pas secondes. On va mettre nano. Parce que ça risque d'aller vite, quoi. Si je fais une erreur, là, il faut pas hésiter à me le dire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il faut que je le mette donc dans un temps. Donc long duration. Hop. On va lui mettre un petit formatage. Pourcent décimal. Décimal? Ouais, il va s'y retrouver, hein, je pense. Duration. On ne voit pas mon écran. Oh, quel benet je suis. Mon Dieu, j'ai tout fait en aveugle. Désolé. Du coup, ouais, j'ai mis un stopwatch. Donc je l'ai instancié. J'ai fait un SW start dessus avec un nom de tâche que je lui donne, donc monitoring. Et d'ailleurs le stop, il va pas m'arrêter le bon si je lui mets pas le, le monitoring. Et ensuite, je procède à l'exécution de ce que j'ai intercepté. Le stop, il va pas faire ça? Comment ça? Ok, très bien. Il n'y a pas besoin de préciser, je savais plus. Donc il va faire un stop. Ensuite, je fais un SW get total time nanos. Ça, je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai pas de Javadoc. Bon, on va voir. Et je l'affiche. Donc pour savoir combien de temps ça a pris pour faire tout ça. Donc même idée que tout à l'heure, je recompile. Bit success, ok, j'arrête. Et maintenant, je run. Le gros inconvénient de l'aspect J, notamment comme ça, donc en load time waving, c'est d'être très consommateur en ressources. Donc il faut s'imaginer typiquement, au lieu que le code soit fluide et s'exécute de A à Z sans interruption, à un moment donné, on va l'interrompre à G pour lui dire j'ai une info sur G et il faut que tu t'arrêtes là parce que j'ai des choses à faire. Forcément, ça va avoir un impact sur la façon donc de gérer toutes ces itérations et ça va prendre plus de temps. Donc là, mon build il est fini. Je passe en mode run. J'ai bien cliqué. Et je vais sur mon appli. Je fais home. Et là... Bon alors nanos, ouais, c'était peut-être pas idéal. Mais bon, j'ai des gros chiffres. Mais bon, j'ai un temps qui s'affiche. Donc là, pour FindHonor, il a mis 97 300 nanosecondes. Ok. Si je fais l'affichage des owners, on l'a bien senti, il y a eu quelques dixièmes. Et effectivement, il y a dû y avoir 77 dixièmes, c'est ça? Centième? Millième? Oh, je sais plus, bref. Du coup, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a un cache? Mais oui, il y a un cache. Ah non, il n'y a pas de cache. Je me suis fait avoir. Quarkus, il faut que je m'y mette. Mais ça sera l'occasion une prochaine fois. J'ai précisé en fait que le truc aussi, c'est que j'en profite, je suis un petit aparté. J'ai précisé que j'étais papa de 2 filles en étant célibataire. Pourquoi? Non pas parce que je cherche quelqu'un, mais parce que je dois m'occuper de mes filles aussi à 50%. Et du coup, j'ai pas forcément le temps, sur mon temps personnel, de pouvoir m'intéresser à ce genre de technologie. La veille technologique, je la fais quand je suis au travail et quand je suis en mission. J'adore ça, il n'y a pas de souci, mais seulement avec ma vie de papa, c'est tout seul. Je préfère passer du temps avec mes filles plutôt que de traîner sur les technos à connaître et à apprendre. Ok, nickel. Donc j'ai le temps de voir grandir mes filles et pouvoir me pencher là-dessus par la suite. Toujours est-il. Là, j'ai mis une consommation de temps et
sans avoir d'éléments de comparaison, c'est compliqué de pouvoir se dire est-ce que ça prend plus de temps que sans l'aspect J. C'est du bon sens après de se dire que ça va prendre plus de temps en mettant de l'aspect J que s'il n'y en avait pas. Par contre, moi j'ai un avantage par rapport à ça derrière, c'est que je sais par où passe tout mon geste métier en fait. Et j'orchestre mon message de A à Z et je sais comment il transite à travers les différentes couches. Il faut que je passe donc à ma deuxième méthode, c'est-à-dire le compile time weaving. Et là, je vais être honnête, je suis pas sûr que ça marche. Et pour ça, il faut que donc je passe sur ma vue dev. Je vais devoir modifier donc différentes choses. Ce qui a été configuré ici en aspect J, on va le garder. Donc ça c'est un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de tout réécrire. On va enlever la notation component, parce que du coup, comme ça va être compilé, le Spring Boot, bah du coup, on s'en fout. Donc je l'enlève. Là, si je réexécute le code, ça marchera pas, forcément. Je garde la notation aspect, parce que lui, avec le compilateur, le AJC, le aspect-j compiler, il va aller choper toutes les annotations aspect, et du coup, va se servir de cette annotation pour savoir, ah tiens, c'est cette classe-là dont je dois, comment dire, sur laquelle je dois m'attarder pour faire la configuration des interceptions et des aspects. Et oui, gars, c'est sur cette méthode-là, sur cette classe-là. Donc là, à ce niveau-là, je pense avoir tout fait. Il faut que je fasse un organize import. Ouais, parce que j'ai plus besoin de ça. Hop. Et l'autre chose importante, c'est donc le POM que je vais devoir modifier. Et là c'est ce qui est un peu plus désagréable. Enfin, moi j'ai jamais kiffé faire du Maven. Il y en a, c'est leur kiff, hein. Ouais, c'est pas le mien. Et du coup, il va falloir que je rajoute l'utilisation d'un plugin. Alors, je vais pas inventer la roue, hein. Je vais utiliser un cheat code. je l'ai quelque part. Du moins, je l'espère. Sinon, ça va être compliqué. Hop, voilà. Si je fais semblant, ça va vite être flagrant que je suis en train de lire mon écran. Alors, plugin. C'est pas bien indenté, ça m'énerve. Hop. Tac, tac. Est-ce que je peux copier tout ça d'un coup? Non, je ne peux pas copier tout ça d'un coup parce que ça vient de mon projet sur lequel j'ai du NDA. Donc je vais me faire détruire. Donc je vais être prudent, je vais copier ligne par ligne ce dont j'ai besoin. Ouais, ouais, c'est exactement ça, le fameux bloc-notes. Mais vous le voyez pas, donc vous n'êtes pas au courant. Et en fait, je fais tout de mémoire. Alors, ça commence comme ça. Donc, le plugin Maven que je vais utiliser, ce sera AspectJ Maven Plugin. Son nom est plutôt sympa, ça oriente son utilisation. Dans la version 1.10, je vais définir une configuration dedans. Je vais lui dire certaines choses. Je vais finir de faire la configuration, à savoir, hop, hop, tout de mémoire, hein. Tout de mémoire. Hop, et voilà, formidable. Comment je réindente? C'est une nouvelle version d'IntelliJ que j'ai installée, donc j'ai pas encore les plugins à la sauvegarde, tu réindentes, tout ça. Bref, on s'en fout. Je fais un update Maven.
en espérant qu'il m'envoie pas chier. Je suis vulgaire, c'est pas bien. Mal. L'update Maven est bien passé. Ensuite, je vais juste faire un Spring Java format. Hop. Bit success. Et... ah bah c'est génial. Ah non. Il y a toujours un décalage. Bref. Donc, le plugin Maven, dans sa version, je définis donc une configuration. Ça me stresse quand même. Source, ok, d'accord. Voilà. Donc une configuration dans laquelle je vais dire, tu vas me montrer tout ce que tu... tout le tissage que tu fais dans l'application que tu es en train d'inspecter. Donc je veux qu'il crache tout en fait. Je veux qu'il me dise, ah tiens là il va y avoir un point d'interception, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc je le mets à true. Je force la compilation à JC, donc avec AspectJ compiler. Et ensuite j'ai le verbose à true. Donc là il va dire tout ce qu'il a à dire, et j'ai les moyens de le faire parler. Ensuite les sources, il les trouve au sein du projet, donc normalement j'ai pas besoin de les préciser. Les sources pourraient se trouver ailleurs en fait. Donc c'est ici que je pourrais lui dire. Le weave directories, c'est là où il va faire le weaving. En fait, il va se servir des classes compilées pour faire le weaving. Et donc, bon, typiquement, habituellement, ça se trouve ici dans Classes, dans le project build directory. Mes sources sont en Java 1.8. Ma target, c'est en Java 1.8 aussi. Je finis ma configuration là. Je planifie donc un type d'exécution dont le but sera la compilation. Et je lui dis d'être compliant 1.8. Voilà normalement ce que j'ai à faire. C'est ce que j'ai fait sur mon projet. On va voir si ça marche. Et vu mon petit rire, à mon avis, c'est que ça marche pas. je crois que j'ai un problème. J'ai un problème sur mon poste. Il y a un problème de compilation dans une version différente que celle attendue. Je regarde du coup, je fais mon curieux. Ok. Bon, là il n'y a pas d'erreur. Parfait. On va rester en haut du coup, on va pas descendre. Spring Boot Maven. Pour être force de proposition, éviter de montrer la conf. Ouais. CSS, c'est pas mon problème. Ah, bah voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des petites erreurs. Ouais, petites erreurs. Là, il me dit bad version number found dans mon AspectJ JRT 1.96 jar expected 1.89 et found 1.96. Là, typiquement, j'ai envie de dire, bah, change la version, passe de 1.96 à 1.89. Mais pourquoi il me fait cette erreur? C'est ça qui m'embête. Là, par contre, ça devient intéressant. Il m'a quand même créé des join points sur toutes les méthodes d'exécution qui correspondent donc à tout ce que j'ai mis. Donc, tout ce qui se trouve dans Org, Spring Framework, Samples, Pet Clinic, tout le reste, il y a des points d'inspection dessus. Par contre, là, j'ai une erreur. J'ai un ClassPath component. C'est lié à IntelliJ. Je ne sais pas si c'est vraiment compatible avec IntelliJ. Il faudrait que je creuse un peu là-dessus. Mais là, je vois que les join points sont créés. Donc, pour moi, ça m'a l'air plus ou moins bon. Le fait de l'avoir rendu verbeux, c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte de tout ce qu'il peut faire. Et là, les join points, il en a fait beaucoup quand même. Il faut savoir que s'il est fait pas à la compilation, il est fait au chargement de la classe. Donc du coup, ça prend du temps. Là, à la compilation, il n'y a que la compilation qui prend du temps. Normalement, derrière, le code est fait. Donc il ne reviendra pas dessus. En fait, si je vais plus vite dans la démarche, et si ça marche, on va le voir juste après,
des tests ont été déjà faits par rapport à la comparaison d'exécution et l'exécution de l'aspect J à la compilation. L'exécution à la compilation, c'est bizarre. Le fait de faire de l'aspect J en compile time weaving va presque 25 fois plus vite que en load time weaving. Donc, là, il y a quand même un grand intérêt à le faire. Mais c'est pas forcément évident, vu ce que j'ai dû faire dans le code pour apporter ces modifications. C'est pas sexy, quoi. Ah, bah là j'ai un application failed to start. Mais c'est pas grave, parce que ça c'est une erreur que j'aime bien. Ça c'est, voilà. Il me dit que mon application était déjà lancée. On est sauvé, on est sauvé. J'éteins juste mon application et je la relance. On croise les doigts et normalement ça marche. Ah, ouais. On croise tout ce qu'on peut. Hein. Et donc là normalement je devrais revoir donc tous ces points de jonction. Ces points de jonction, ces join points. Je les ai pas vus, c'est normal. Ah. Si, je les ai vus, ok. Et donc là, mes amis, nous y sommes. Il m'a fait donc, il m'a même fait une interception sur le démarrage de l'application. Ok. Parce que comme j'ai tout mis, hein, il a tout pris. Il a dû même prendre le Pet Clinic Application, qui est donc le démarrage de Spring Boot. Il l'a pris. Et il m'a dit que c'était donc 500 000, on le voit ici, hein, je suis en train de le surligner. Ça a pris 520 000, enfin millions, milliards, 5 milliards. C'est bien ça en fait. Ça me rassure aussi. Pourquoi? Parce que là on voit que ça fait 5 milliards 201 millions 179 900. Si j'ai pas décalé mon œil d'un chiffre ou deux. Et du coup, ça correspond presque pile poil aux 5,19 secondes qui sont juste au-dessus. Là déjà, c'est un bon indice sur le fait que mon aspect J a bien pris en compte même la classe de démarrage de mon Spring Boot, à savoir Pet Clinic Application. Une application qui a de l'avenir. Sans plus attendre, je passe sur l'onglet Run, je vais sur mon application, tac, je fais Home, donc là, pas de surprise. Tout à l'heure, on avait quoi comme chiffre? Mince. Je l'ai pas gardé? Mince. Ça, c'est maladroit. Ça, c'est même con. Bref. Fine owner. Je crois qu'on était à 9 millions? Non. 997 000, un truc dans le genre? Bref. Là, clairement, j'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Et là, il m'a tout inspecté, quoi. Beaucoup de choses. Donc, l'avantage de ça, c'est que là, en termes de performance, c'est quasiment transparent, vu qu'on a recompilé le code déjà compilé, en y rajoutant notre surcouche d'AspectJ. Donc là, lorsqu'on va exécuter le code déjà recompilé avec AspectJ, ben, il sera déjà au fait de ce qu'il doit faire dans son exécution d'itération, quoi, de tout ce qui est itératif au niveau du code. Je peux. On va aller dans Target. Target. Alors. Les messages qui arrivent. La diff est présente. Quelle diff, hein, en termes de temps? Org, Spring Framework, et on va aller donc, je sais pas, dans... Oui. Ouais, ah ouais. Merci Post-it. Hop. Mais en même temps, là, l'IntelliJ que je te montre, il n'y a pas le...
n'y a pas la classe générée. Mais je vais le mettre, t'inquiète pas. Je vais aller dans le repository et je vais donc prendre la classe générée. Bah ouais, mais non. Je vois pas beaucoup de différence. Je crois qu'IntelliJ, là, il est un peu à fraise. Ah, attends. C'était une très bonne question parce que je me suis pas intéressé justement à la compilation après coup. Et du coup, je suis en train de découvrir en même temps que tout le monde. Il faut que je partage tout ça. Je vais partager celui-là, parce que c'est ma classe qui m'intéresse le plus. Attends, je suis en train de le sortir. Ah merde. Ah. Hop, là, comme ça. Ok. L'onglet, il est où? Il est là. Hop. Et là, normalement... Voilà. Donc là, on a la classe compilée de Monitoring Aspect, celle qui me permet de définir donc, tout ce qui est aspect. C'est un petit peu violent. Non. Il fait du around monitoring, ok. Ça m'étonne pas vu que c'est ce que j'ai défini par la suite. Voilà, là je suis en train de regarder mon écran là, mais s'il y a des messages qui apparaissent là, je ne vois pas. Donc il faudrait que je louche dans ce sens-là, en étant divergent. Je ne sais que dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des remarques ou des envies parce que je regarde les autres classes, mais elles m'ont pas l'air bien différentes de... Donc je me demande si elles sont mises ici ou si elles sont mises ailleurs. Honneur... Non, ça c'est les tests. C'est pas plutôt au niveau des classes comme le repository ou le contrôleur qui serait venu injecter du code à la compilation? Eh ben, je vais te montrer. J'y ai cru aussi. J'y ai cru aussi. Et c'était une toute autre réalité. Voilà le code compilé. Donc de Honor Repository, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et bah, ça m'a pas l'air foufou. Hein. Donc je me demande si c'est pas la décompilation de la classe dans InspectJ, dans IntelliJ, InspectJ, dans IntelliJ, qui ne remet pas les choses à leur place. Je sais pas trop. Je vais voir si en l'ouvrant dans Notepad, il n'y a pas une interprétation différente. Où se trouve Open in Explorer. Tac. Honor Repository, je l'ouvre dans Notepad pour voir s'il y a une différence. Ah oui, forcément il y a une différence. Le fichier est illisible. Donc non, ça va pas m'aider. Ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez des questions sur une utilisation peut-être un peu plus complexe, un peu plus touchy, on peut peut-être essayer de la réaliser maintenant. Ensemble. Together. Je vous ai parlé du around, je vous ai parlé du before sans le montrer, je vous ai parlé du after aussi. Il y a une autre annotation, le after return, after returning, enfin, bref, il y a after et return dans le nom de l'annotation. Oh, oh. C'est juste magique.
Ouais. J'ai pas eu besoin. Tout se fait. En fait, comment dire? Tout se fait ainsi. Est-ce que derrière, il y a dans le code de la librairie que j'ai importé dans le POM pour AspectJ, est-ce qu'il y a une façon d'injecter donc ce bin aspect, annoté aspect et component dans le contexte Spring? Ça, j'ai pas été jusque là pour voir si c'était fait ainsi ou différemment. Je laisse un peu de place au mystère. L'idée ce soir, c'était de présenter une façon de monitorer et de loguer avec AspectJ, tout en montrant que ça pouvait être rapide à mettre en place. Donc avec le load time weaving, franchement, tac tac tac, surtout si votre application est en Spring Boot. Ça c'est quand même important. Faut pas le perdre de vue. Si c'était pas du Spring Boot, ce serait nettement plus compliqué. Ah, toi, tu veux faire du code malicieux? Eh bien, je m'y suis essayé et ça marche pas. J'ai voulu modifier donc les valeurs de retour pour justement, par exemple, ce que je voulais aussi aborder ce soir éventuellement, c'était de faire une méthode addition où je prends deux chiffres en entrée, je les additionne entre eux et donc ça me retourne le résultat. Wow, dur. Et, euh, et de faire de l'aspect dessus, de dire cette méthode tu l'interceptes et le résultat tu renverras toujours 1. Je pense, je pense que c'est faisable. J'ai juste pas pris le temps de regarder comment faire. Mais selon moi, avec l'aspect, on peut faire beaucoup de choses. Et du code malicieux comme ça, c'est réalisable. C'est pour ça aussi que si on n'a pas les sources, c'est plus compliqué. Même si, bien sûr, en Java, on peut décompiler, retrouver les packages des différentes méthodes. Et rien qu'en ayant l'arborescence des méthodes, on peut voir comment s'orchestrent tous les événements entre eux dans une application. Une chose que j'ai pas abordée ce soir, c'est on peut importer des librairies externes et dire à Aspect de les prendre en compte dans l'interception de toutes les méthodes qui peuvent correspondre au chemin qu'on met dans notre configuration. Ça m'a été utile dans ma mission actuelle, où j'ai pu importer toutes les librairies qui m'étaient nécessaires et, sans avoir à avoir les sources. Donc ça peut être cool aussi. Et ça ne se fait par contre que à la compilation. Le load time moving, ça marchera pas. Non, non, j'ai pas touché à ça. Pas encore. Faut savoir que là, AspectJ, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai découvert ça. AspectJ, c'est assez vieux. Hein, ça a plus de 10 ans. C'est fait par Eclipse, il me semble, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Et, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et par rapport à ça, je l'ai jamais utilisé. Là, j'ai eu l'opportunité de le faire pendant ma mission en me disant ah, c'est l'occasion de pouvoir tester AspectJ. Ils m'ont regardé, ils ont fait ouais, mais non, c'est pas trop si ça va bien marcher. Je fais si, on peut tester et on verra si ça marche. Si ça marche pas, bon, on le fera à la main. et, euh, et du coup, je suis en pleine découverte d'AspectJ. Je trouve ça un peu, un peu l'acronyme TGCM. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, dites-le moi, je vous dirai ce que veut dire cet acronyme. Mais j'ai toujours bien aimé cette façon d'aborder le. C'est pas, en fait, c'est pas intrusif comme code. J'ai rien fait là comme code. J'ai juste créé une classe. J'ai juste créé une classe et le reste se fait quasiment tout seul. Juste en paramétrant correctement les choses ici ou là et on est bon. J'ai pas été dans chacune des classes, alors que on pourrait, hein. On pourrait aller dans chacune des classes et donc à chaque méthode mettre un logger en entrée, en sortie, pour chaque méthode, pour chaque classe. Ça peut vite devenir envahissant. Ouais, tu peux exactement faire ça. Et là,
franchement, quand je regarde le code, par exemple, là j'ai encore la fenêtre sous les yeux. Là, j'ai pas testé parce que c'était pas le but non plus de ma mission ni pour ce soir. Mais là, dans le package, ça me ferait peur hein, quand même. Mais j'ai pas testé étoile, étoile, point, enfin un truc comme ça quoi. Et là, si je fais ça, j'ouvre la porte au démon. Tu vois, voilà. C'est lourd. Et là, avec l'AspectJ, on localise le log en un seul endroit. C'est ça. Si ton projet n'est pas très gourmand, tu peux mettre de l'AspectJ. Et encore, parce que là on parle de besoins en termes de perf, si ton AspectJ est, comment dire, est fait à la compilation, je te dis, ce sera presque transparent. Là, pour le coup, je pourrais éventuellement donc noter les temps, remettre en load time waving et comparer les temps. Mais d'autres l'ont fait pour moi en fait. Et il y a un ratio de 25. Le compile time weaving est 25 fois plus rapide que le load time weaving. Et là, on parle de nanosecondes. Donc, nanosecondes, 25 fois plus rapide. Je veux dire, si on parlait en heures, si c'est 25 fois plus rapide qu'une heure, bon ben non, ça reste long. Mais là, on parle de nanosecondes, 25 fois plus rapide. Bon, ah, Lombok, ouais, c'est ça. Alors, par ailleurs, c'est une anecdote. Dans mon projet actuel, j'ai aussi du Lombok. Et du coup, Lombok, comme c'est un aspect, c'est de l'AOP Lombok en fait. Parce que tu peux l'utiliser sur n'importe quoi, il va juste mettre, généralement Lombok c'est pour les guetteurs et les setters, après on peut l'utiliser aussi pour les constructeurs et autres, mais c'est de l'AOP. C'est un très bon exemple. J'ai pas pensé à ça lorsque j'ai parlé d'AOP dans ma présentation. J'ai pensé au transactional, mais Lombok c'est pareil. Faut faire la recherche, hein. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais moi quand on en parle, ça me semble être de l'AOP, ouais. Parce que tu peux l'utiliser en transverse sur n'importe quoi. Et à partir de là, tu as la notion d'AOP qui arrive. Est-ce que je continue de faire du code ou est-ce qu'on en reste là? Bon, moi, je suis ouvert à tout. Merci. Les principaux contre, alors je vais être transparent. C'est vrai, je reçois les questions bien après. Non, oups. Pour être totalement transparent, ce soir, en rentrant, j'ai voulu vérifier une dernière fois pour savoir si j'allais pas avoir des pépins sur l'exécution de ma démonstration, ce qui est quand même une partie peut-être la plus intéressante de ce que je fais ce soir. Et j'ai eu un gros souci. Et c'est pour ça que je n'étais pas très confiant sur la compilation, sur ce mode-là. Et à la dernière minute, j'ai changé ma façon de faire. Donc je vais vous le montrer. C'est dans le monitoring aspect. En fait, là j'ai fait des point cuts. Et ce soir en entrant, pour vérifier rapidement, j'avais pas fait de point cut, j'avais directement fait le around avec l'exécution ici par exemple. Donc j'aurais eu ça comme code et j'aurais pas eu le point cut. Et ça en load time weaving apparemment ça passe nickel. Et quand j'ai voulu faire le test en compile time weaving, là, il m'a clairement dit non, non, gars, non, non. Mais il n'a pas été clair dans son message. Il m'a juste dit non, je le fais pas. Et moi, 5 minutes avant la présentation, je suis là, je fais bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, j'ai décidé de revenir sur
sur la notation que j'utilisais avant. Ne jamais changer sa façon de faire juste avant une présentation. Et donc ça passe. Mais alors, dans les autres contres, j'en ai pas parlé ce soir. Il faudrait un autre meet-up ou vous faire développer votre curiosité par rapport à ça. Mais le format de fichier propriétaire AspectJ, c'est... Alors, le point cut, tu peux l'utiliser à la fois en load time weaving et en compare time weaving. Le post time weaving, j'en parle pas. Mais je sais pas si donc tu n'es pas obligé d'utiliser le point cut pour le compile time weaving. En tout cas, le around, ça marchait pas. J'ai essayé avec le before after, ça marchait pas non plus. Donc je pense que le point cut est nécessaire au compile time weaving. C'est le minimum syndical. Mais sinon, dans les contres, ouais, j'en ai pas parlé ce soir parce que ça aurait été trop, je pense. C'est les fichiers propriétaires. Quand j'appelle propriétaire, c'est-à-dire avec leur propre langage, leur propre façon de faire, etc. Ça aurait été pas inintéressant, mais ça aurait rallongé le meet-up et on se serait peut-être perdu dans l'utilisation de l'AspectJ. Là, j'ai pris un projet assez simple, donc une clinique vétérinaire, en guise d'exemple, et je l'ai transformé en Spring Boot, de façon à pouvoir avoir les facilitateurs pour le besoin de cette présentation. Parce qu'on peut faire de l'AspectJ avec du Spring, grâce notamment donc à ces annotations aspect, point cut, around, sans avoir à les mettre dans un fichier au format propriétaire, qui n'aurait donc pas du tout ce visage-là. Et ensuite, il faudrait les compiler avec l'AJC, en lui donnant en entrée, en lui disant vers quoi pointer. Enfin là, on rentre dans un cycle qui devient beaucoup plus compliqué que le simple fait d'utiliser AspectJ dans un projet Spring Boot par exemple, comme le cas ce soir. D'ailleurs, oui, là j'ai pris l'exemple d'un projet Spring Boot, mais je peux très bien faire la même chose avec du Java. Mais quand je dis du Java, juste avec une classe main, je fais mon aspect là-dessus et ça marche pas. Ouais, moi j'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil. Ah ouais, comme ça. Mais ouais, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce meet-up ce soir. C'est quand on parle d'AspectJ, quand les personnes connaissent pas, tout de suite, ils reculent un peu, ils font AspectJ compliqué. Parce que justement, ils ont peut-être vu les fichiers AspectJ. Et non, ça donne pas envie. Bah en fait, pas forcément. Je m'y suis mis quoi? Je m'y suis mis la semaine dernière. C'est vrai. Je m'y suis mis la semaine dernière. J'ai lu un peu la documentation officielle par rapport à ça. J'ai lu 2-3 infos ici ou là. Et après, je l'ai mis en place et ça marchait relativement bien. C'est pour ça aussi que j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Et j'ai pas eu de pépins, pas trop de pépins, quelques maladresses ici ou là, mais bon. Voilou. Je sais pas si on continue ou si on s'arrête là. Ouais, alors l'introspection, ça peut être le sujet d'un bon prochain meet-up aussi. On peut faire tellement de choses, c'est tellement puissant. Ouais, voilà. J'ai déjà fait de l'introspection pour les besoins d'un projet et j'avais la sensation après, quand je regardais mon code, ça brillait, c'était de l'art, on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait et c'était vraiment puissant quoi. Et il y a vraiment de très belles choses à faire sans que ce soit très, comment dire, consommateur en ressources. Après voilà, il faut s'y mettre quoi, faut s'y intéresser. Et partager, c'est important. Merci à vous. Merci à vous. On va s'arrêter là du coup. Ah, bon, on peut encore. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
je passe juste sur la fenêtre. Hop. Alors, ça a été accueilli comment par ton équipe de dev? Ça a été... Comment dire? En fait, pour ma mission, j'ai été à contre-courant. Donc ça n'a pas plu à tout le monde. Et c'est pas que je suis têtu, c'est que j'avais envie quand même qu'avant qu'on me dise que c'était pas ce qu'il fallait, qu'on puisse regarder et après avec les arguments, me dire bah non, c'est pas ce qu'on veut. Si on me dit non, on n'en veut pas, non, avec moi ça marchera pas. Il me faut des arguments. Et du coup, je l'ai quand même présenté à certaines personnes. Je ne l'ai pas encore présenté au responsable qui tranchera là-dessus. Je dois le faire peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et du coup, on verra. Moi, j'ai voulu mettre ça en place, montrer que ça pouvait marcher. Ouais. Mais là, tout mon intérêt, c'est de montrer que ça peut marcher facilement, simplement. Pour te dire, j'ai fait une librairie qui peut être importée dans n'importe quel projet. Et il y a juste à rajouter ce bout de code dans le POM de façon à compiler avec les bons paramètres, quoi. Derrière, tout est déjà prévu, tout est déjà fait. L'analyse du code, l'interception de code, le log, tout est déjà fait. Donc il y a juste une librairie à importer. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur à faire dans un projet, je pense. Après, voilà, c'est selon la volonté. Mais on y revient, on y revient. Le fromage AOP, ça c'est bon, ça, le comté, mangez-en. Alors, ma librairie a la possibilité de faire les deux. Waouh, comment c'est de la sorcellerie. Il faut, comment dire, paramétrer il faut paramétrer le POM qui va importer cette librairie, de façon à faire le build soit en compile time weaving, soit en load time weaving. Et après ça, il fera l'un ou l'autre. Mais bon, je vais forcer la main, je vais faire, je vais donner que la version avec le compile time, et puis voilà. Comment la lib arrive à gérer les values des point cut, les values, c'est-à-dire les Peux-tu être un peu plus explicite? Ah, ok. Comment tu sais, ça c'est la sauce interne comment dire, à AspectJ, donc j'ai suivi le manuel. J'ai pas cherché à savoir pourquoi ils avaient fait ça comme ça. Ouais. Et franchement, après avoir donc fait cette découverte, je sais que pour mes prochaines missions, quand on me donnera l'accès à un projet en local, c'est ce que je vais mettre en place. De façon à... Parce que, sincèrement, il n'y a rien de plus simple que ça, quoi. Il n'y a rien de plus simple? Non. Il n'y a pas plus simple que ça, ouais, c'est mieux. Là, j'ai trop d'applications qui communiquent entre elles. On me demande de faire du log MDC. Donc, enfin, on me demande. Non, c'est moi qui ai des... Ils voulaient pas faire de l'AOP directement, ils voulaient 2 solutions possibles. Donc j'ai proposé l'AOP, et en guise de deuxième solution, je suis en train de parcourir tout le code, d'identifier toutes les entrées-sorties, et pour chacune des entrées-sorties, faire du bin post processor, je crois que c'est ça, afin de lui mettre du log dans les fichiers qui vont bien, quoi. Et ensuite pouvoir faire donc avec Kibana de l'analyse approfondie et donc de faire du grep en gros. Mais c'est pas ce que je trouve le plus sexy. Bah, dans ce cas, voilà. Là, tu m'ouvres une porte sur quelque chose que j'ai pas encore découvert. Du coup, c'est sans doute vers ça que je vais me pencher là dans les jours qui viennent. Mais l'AOP, c'est cool aussi. Et alors, attention, tu peux faire de l'AOP tout en mettant du log MDC.
Et alors là, ça devient puissant. Ah, donc ça, j'ai pas encore connaissance de ce problème, mais du coup, c'est intéressant de l'avoir en tête lorsque ça arrivera. Oui, à la marge. On connaît. Non, ça n'arrive qu'aux autres. Mais le MDC, j'ai pu le combiner pour mon projet. Je l'ai pas fait ce soir, mais j'ai pu combiner plusieurs technos. J'ai fait du thread local et avec du MDC, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en gros, pour chaque enfin, pour mon point d'entrée, j'arrive dans mon point d'entrée. J'arrive ici dans mon point d'entrée. Juste après, j'utilise une méthode, paf, elle change de classe, paf, et là j'ai une arborescence qui est en train de se faire. Juste en empilant au fur et à mesure mon parcours de l'information. Et quand j'arrive à la fin de mon parcours, hop, je dépile et j'affiche tout dans mon log. Et ce qui fait que mon log, il est sous format JSON, et j'ai l'arborescence de toute mon exécution, et c'est hyper propre. Mais je l'ai pas fait ce soir. Parce que là, mon exemple était relativement simple. Ok. Lombok, j'ai eu des soucis avec AspectJ du coup. J'ai oublié de détailler tout à l'heure, mais j'ai eu des soucis. Parce que du coup, Lombok essaye de passer avant AspectJ, ou AspectJ essaye de passer avant Lombok, du coup il n'y a pas les getter setters. S'il n'y a pas les getter setters générés par Lombok, bah tu vas avoir de gros problèmes dans le reste de ton application qui utilise ces getter setters normalement. Et du coup il faut dire à AspectJ, attends que Lombok soit passé, qu'il fasse sa compilation, ensuite tu feras ton travail. Mais tout ça c'est du paramétrage. Et bien voilà. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pu regarder tout ça. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. On va peut-être s'arrêter là, je sais pas trop. Ouais, Stack Overflow. Oh putain. On a tous un favori là-dedans. Eh bien, merci à vous tous. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Et n'hésitez pas à revenir pour de prochains meet-up. Le quand, je ne sais pas. Restez connectés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bonne soirée, merci.